Cette vidéo vous est présentée par M46 Parts, le fabricant spécialisé dans le vintage en capacité de produire des pièces introuvables pour les motos anciennes comme des guides chaînes, patins, couvercles de carter, cache-pignon, ailettes de radiateur. Quelle que soit votre moto, telle une YZM 500, M46 Parts peut aussi fabriquer des pièces à la demande. Bonne vidéo à tous, à toi Fred. YZ, vous le savez, c'est les 50 ans, l'anniversaire de l'YZ cette année en 2024. Et pour ça, on va retrouver tout de suite Nicolas Jarreau. Nicolas qui est le responsable de cette exposition, c'est lui qui a monté l'expo Yamaha. Salut Nico. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Nous on se connaît déjà, mais présente-toi pour nous. Ouais, donc vite fait, je suis tout simplement un fan, un passionné de motocross. Et j'ai eu l'occasion, Jacques Beauchanel, le patron du salon, m'a donné l'opportunité de préparer il y a 2 ans l'exposition pour les 50 ans de la Honda CR. C'est une expérience qui était très enrichissante et du coup, allez, c'est parti, c'est devenu une habitude. Là derrière les 50 ans de Mugen, le kit préparation performance pour Honda. Et puis cette année, ouais, la YZ, un modèle très populaire. Donc du coup, le défi, 50 motos pour les 50 ans. Et puis là, tellement populaire, tellement de collectionneurs emballés par le truc, on est monté à 80 motos pour ces 50 ans-là. Et donc, moi, je pratique le motocross vintage en championnat de France, quelques piges dans des magazines moto, collectionneur aussi. Un gros collectionneur, si je ne me trompe pas. Ouais, surtout en doc, en accessoires, un truc comme ça, enfin un peu archiviste, documentaliste, goodies, voilà, je sors un petit peu du lot. Et puis là, c'est un vrai plaisir d'avoir étudié le sujet, et puis on présente du coup une collection rassemblée par 12 personnes, 12 passionnés. J'allais te demander justement comment on rassemble 80 motos, comment ça se passe, où tu trouves les motos. Alors, par rapport, déjà, quand on fait un championnat de France de moto vintage, on a naturellement contact à quasiment tout le paddock. Et quand on voit un pilote qui roule sur une YZ, on va le voir, on va dire, écoute, je fais l'expo au salon, est-ce que tu viens avec moi? Qu'est-ce que tu as comme moto à me présenter? J'ai ça, ok, j'en ai 5, tu veux les prêter pour le salon? Ok. Eh bien, on se constitue une petite liste. Et puis à force, on essaie de faire quelque chose, quand on en a beaucoup, quelque chose de cohérent, dans les années, dans les cylindrées, dans les styles. Le bouche à oreille fonctionne. J'ai un réseau assez large maintenant. Et puis à un moment, j'arrête une liste qui est celle que vous voyez là ici. Très bien, on peut dire là, on a une modèle 74. Voilà, c'est pas ennemi. Alors là, on commence déjà un petit peu dans l'histoire. Hein. Vite fait, pour planter le décor, on a quand même au départ, Yamaha a inventé le trail bike. Hein. On n'oublie pas de ça, fin des années 60. Et vite fait, AT1, AT2, on fait vite. Ils proposaient des lanceurs de l'YZ. Hein, voilà. Donc on propose des motos de trail où on va trouver des kits performance pour pouvoir les transformer en moto tout-terrain. Après, il sort carrément les AT2M hein, qui sont déjà conçus comme ça. On passe après en 73 où là c'est les modèles MX. Donc c'est vraiment des motos de cross qu'on peut acheter dans le commerce. Et né en 74, l'YZ. Donc la 125, la 250 en l'occurrence. Et celle qu'on a là, on est déjà en modèle 74 et demi et c'est vraiment une appellation Yamaha, c'est-à-dire qu'elle est intercalée entre la 74 et la 75. C'est une petite série que 1700 dans le monde. 74, il y a eu 2 modèles finalement. Ouais, on peut dire ça comme ça, voilà, parce que l'évolution va tellement vite finalement qu'il sortait 2 modèles par là. Ils sont plein d'ébullition, on sort plein de techniques et tout ça. Donc là, on va sortir ce modèle-là qui pensons être un petit peu le nouveau de 75. Mais non, entre-temps, ils achètent le brevet pour le cantilever qui apparaît dès le modèle 75. Donc là, une grosse différence, c'est ça. Là, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle des twin shocks. Double amortisseur. Et la particularité de celle-ci, pour préciser, c'est une semi-usine japonaise. Elle vient du Japon. Elle est dans l'état, après une saison de motocross en 74, elle est dans l'état qui est resté la 50 ans. Voilà. Elle a des pièces usines, une fourche spéciale, blablabla, etc. Donc c'est un modèle dans son jus assez rare qui vient du Japon. C'est l'évolution de l'année 75. Voilà, 75, elles sont toutes avec le cantilever.
ce système-là, en fin de compte, c'est un ingénieur, professeur belge qui développe ça au départ avec un amortisseur de Citroën sur un 376Z dès la fin des années 60, début 70. Il la propose à deux grands pilotes Suzuki à l'époque qui sont Joël Robert, Kebot, De Coster, tout ça. Ils essayent cet amortisseur-là, ils trouvent c'est formidable. Ils en parlent à Suzuki, on ne veut pas. Yamaha dit allez, on fait le gros chèque, on s'achète ce brevet-là. Il s'appelle d'ailleurs Lucien Tilkens, il me semble. D'accord. Et Yamaha a bien fait. Parce que c'est ce qui va faire dès 75 sa réputation. C'est formidable ce système-là. Tout ça grâce à nos Belges alors. Ouais, c'est ça. Et donc là, on a le fameux amortisseur qui est caché Sous le réservoir et dans le cadre. C'est un cadre poutre, ils mettent à l'intérieur l'amortisseur. Donc là, c'est une mini révolution dans le monde du tout-terrain. Et c'est ce qui va leur permettre un meilleur débattement, une rigidité, une meilleure stabilité. Enfin, tout va mieux, quoi. Donc là, top, ils ont aussi le bon truc. Et là, c'est le début du succès, success story avec les YZ. Alors, des petits détails qui sont quand même, quand on les regarde aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est quand même la taille des cale-pieds. Comparé à une moto moderne où on a des cale-pieds qui font aller 4 fois la taille de ceux-là. Là, c'est quand même assez hallucinant de voir des cale-pieds de cette taille. Ça découpe les bottes, hein, c'est sûr. C'est vraiment très étonnant. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe chez Yamaha Alors là, il craque. On est, comme tu l'as dit, hein, on est en pleine évolution technique. On découvre le motocross, on essaye tout. Hein. Donc là, ils nous sortent des bonbonnes à air. C'est la fameuse 76, où là, ils nous mettent des bonbonnes Kayaba. Difficile parce que la pression est rapidement perdue. C'est un peu, justement, on se met la pression avec ça. Il faut la mettre d'or dedans, mais on se met la pression aussi à régler le bon nombre de barres pour obtenir le bon résultat. Donc c'est une vraie galère. Ils n'ont fait qu'une année, ça. Hein, donc oui, finalement, la fourche à air, on a beaucoup parlé dans les années 2000-2010 avec les VRF aux fourches à air. Finalement, on l'avait déjà testé, mais on maîtrisait mal. On maîtrisait mal la technique, en fin de compte. Très bien. 74, 75, 76, mais en US. Il faut savoir que les US ont eu leur modèle jaune jusqu'en 84 et avaient la plaque numéro 1 dessus. Pourquoi le jaune? Pourquoi deux couleurs différentes, une pour l'Europe, une pour les US? Je vais l'expliquer rapidement. Les États-Unis, un peu la mecque de la custom culture. Bien sûr. Donc du coup, ils font appel à son surnom, c'est Molly. C'est un designer très en vogue dans les années 60-70 et qui peigne des choppers. Kawasaki les démarche en premier pour faire une déco sympa. C'est la fameuse Kawa avec le vert Green Lemon, avec la bande blanche dessus. Après, c'est au tour de Yamaha. Ils veulent une couleur pour se détacher un peu des autres. Et donc, Molly va créer ce qu'on appelle le speed block. C'est les carrés sur une bande comme ça s'appelle, les speed block pour un effet de vitesse. Mais c'est surtout une demande du milieu de la vitesse. Kenny Roberts, etc. On le trouve sur les grands prix. Et après, la transition se fait sur les machines de compétition aussi sur les tout-terrain. Et après, ça se généralise dans le commerce. Et donc, le speed block est né de là-bas, des États-Unis. Et le jaune, on retrouve encore d'ailleurs les fameux carrés des Mac, on l'a partout. Après, ça arrive en blanc, ça arrive en bleu, en noir. On le trouve dans les machines de rallye. Et encore aujourd'hui, à la déco, on rappelle un petit peu avec ce système déstructuré sur les modèles bleus d'aujourd'hui. Donc ici, 77, hein, on a toutes les années. Hein. Ça commence à grimper un peu en hauteur. Voilà, on a un design un petit peu différent. Le réservoir, il devient en plastique. Hein. Là, on est en tôle. Un réservoir acier avec des réservoirs très bien, un réservoir un petit peu. Donc là, c'est l'air du tout plastique qui commence à s'installer. Hein. On passe sur un brossion alu. Brossion à section carrée. À section carrée. Voilà. Donc là, le cantilever, là et après, il évolue là quand même. Hein. On le rend plus performant, plus haut. Donc du coup, quelque chose de plus solide, plus léger aussi à la. Donc là, finalement, les évolutions fin des années 70, on se concentre plutôt sur la partie cycle. On a peut-être réussi à faire. Voilà, de mieux en mieux. Oui, mais la partie cycle. On augmente les débattements. C'est le vrai problème de l'époque, mais dans le tout-terrain moderne, c'est le débattement. On a la puissance, on sait faire de la puissance, on fait des motos performantes, mais c'est des débattements qui. Il y a peut-être un circuit qui évolue. Voilà. Les pilotes vont plus vite. Il faut savoir que les autres, la concurrence à cette époque-là, ils sont encore en twin shot hein, quand même. Hein. Ils ont des problèmes aussi avec les allongements des ressorts, l'échauffement et tout. Hein. C'est quand même beaucoup plus efficace. Là, ils en vendent des pelles. C'est ce qui fait le succès de Yamaha dans le monde, en France. Tous les jeunes des années 70 ont tous roulé sur YZ. Parce qu'on voyait que par ça. Et ils avaient raison. C'est ce qui marchait le mieux. Hein. Donc ici, on a un modèle pareil, 78 jaune US. Alors celle-ci, on a fait une sorte un peu de réplica de Bobana, de Hurricane, hein, qui veut dire ouragan, cette espèce de pilote fougueux américain, qui d'ailleurs en 76 roule déjà avec une YZ proto avec refroidissement liquide en 76. Hein. Donc là on est en 78, on rappelle un petit peu Bobana, mais le Bobana a vraiment signé
cette moto-là. Il y a vraiment sa signature devant. Ok. Quand même. Ok. Donc c'est une petite anecdote, c'est assez sympa. Alors regardez la grosse différence. On allonge les plastiques. C'est une réglementation imposée par la FIM. On allonge le plastique, ça se modernise. La ligne correspond déjà un peu plus au standard. Effectivement, avec des plaques un peu plus sur l'arrière. En arrière. C'est une évolution logique qu'on retrouve aussi sur le modèle suivant. Vous voyez, on voit la bonbonne de l'amortisseur qui est cachée dans le cadre qui est en intérieur. Et là, la bonbonne, on l'a ici. Contrairement au modèle plus récent qu'on a sur le côté. Elle est positionnée ici. Donc là, 81, là, il se passe vraiment des choses au niveau du moteur, des gros changements. Là, on a des gros changements. On a surtout le liquide. Bon, là, au premier coup d'œil, on comprend le truc. 81, donc le premier liquide. Effectivement, au niveau du look, on perd les ailettes qu'on retrouvait depuis la première YZ. Voilà, c'est sur un petit bloc carré qui a un moteur refroidissement liquide, le premier de la YZ. Alors, la 250 est encore à air. Il n'y a que la 125 qui passe en liquide. Alors là, ça, c'est le modèle d'origine avec une espèce de... Le radiateur est derrière, on dirait une tête de fourche avec un phare. Effectivement. Et là, on a une version US qui a été un peu transformée justement pour rappeler un petit peu les années Bobana, Brock Glover, qui roulaient avec des machines qui faisaient un peu plus US, une plaque numéro plate devant à jouer. Donc ça, c'est le propriétaire, le collectionneur a voulu faire donner une touche un peu plus factory, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis autre chose, là, on a quand même de centre de gravité et de... Le radiateur est attaché, le liquide passe dans la colonne de direction. D'accord. Il y a des joints toriques partout, l'étanchéité n'est pas bonne avec les mouvements. En fin de compte, c'est source à ennui, il y a beaucoup de fuites. Donc on aime bien le cantilever, mais malgré tout, le liquide, ça pose problème, quoi. Ouais. Alors là, 82, la selle rouge qui monte sur le réservoir. Donc là, on a vraiment quelque chose déjà de très moderne. Honda, et encore avec une selle carrée noire posée comme ça. Là, on a déjà... on a des vraies évolutions en termes de design. Et puis on quitte le cantilever. Parce que le cantilever a trouvé ses limites à un moment. Donc là, ils sortent ce qu'on appelle le monocross. C'est le système, la nouvelle évolution de la Yamaha. Avec ça, un système de biellette qui est pris sur le cadre un peu plus. Voilà. On a toujours le radiateur qui est incliné sous la selle, mais il y a un système de biellette qui fait le lien avec ici, on a toujours le radiateur sur le devant. Il cache un petit peu cette grille esthétique. C'est un peu plus plat, c'est déjà un petit peu mieux esthétiquement. Je trouve qu'elle passe déjà un peu plus dans les standards. Ça passe. Cette moto-là est non restaurée. La notion de jus d'origine aussi, elle vient des États-Unis. C'est assez rare. C'est un petit peu... les collectionneurs aiment bien ces motos de son jus, c'est celles qui ont le plus de valeur. Bien sûr, comprendre. tout à fait. Pour des histoires techniques, d'équilibre et tout, on retourne dans le standard que tout le monde a adopté avec un radiateur de chaque côté. On la reconnaît celle-ci aux UI noires. On est dans le modèle 83 aux UI noires. Un radiateur de chaque côté. Là, tout rentre dans l'ordre. Encore une petite évolution du monochoc. Monocross. Avec la bonbonne. Donc là, on passe sur un vrai système de biellette qui... Allez, alors on n'est pas tout à fait sur ce qui se fait aujourd'hui, mais on s'en rapproche de plus en plus. De plus en plus, ouais. Donc 83, 84, on la reconnaît aux premières ouïes rouges. Et notamment 84, moi je pense Jean-Luc Fouché, titre de champion 125 Inter 84, soutenu par Kersier Moto. Sa moto est là, donc Jean-Luc Fouché, quelqu'un qui est connu dans le milieu quand même. C'est JLFO. D'ailleurs ici au Salon de Lyon, il organise le motocross indoor, et il fait la piste, etc. Il organise festival et compagnie, la piste du Supercross de Bercy et autres. Donc lui, il a gagné avec ça, et c'est une moto, comme il disait, elle marche tellement bien qu'il a été titré avec une moto qui est juste tout simplement bien entretenue, bien préparée par le concessionnaire Kersi, et pas de pièces usines et tout ce qu'on peut imaginer, et ça marchait comme ça. Alors, juste une petite parenthèse, là on est quand même en 84, donc ça fait tout juste 10 ans que l'YZ existe. Ouais. On peut quand même voir que la moto n'a plus rien à voir avec la moto de 70. Alors ça y est, non, mais là, on a compris que qu'on a quitté les années 70, voilà, c'est fini. Là, on a une moto qui est à peu près la taille, en hauteur, la taille d'une moto d'aujourd'hui. On a des radiateurs en refroidissement liquide. On a un amortisseur avec des biellettes. La seule chose qui manque, ce serait peut-être les freins. On est toujours sur du tambour. Ils sont un petit peu arrivés en retard. Les tambours chez Yamaha arrivent en 85, les disques en 85. Allez, juste après. Voilà, le disque arrive. Premier frein à disque. Et puis, un petit détail esthétique. Regardez ce réservoir.
C'est la première fois que le YZ apparaît, parce que jusqu'à présent, on parle d'YZ. T'as raison. Mais il n'y a que le mot Yamaha de jamais. Effectivement, j'avais pas pas relevé ce petit détail. Ça apparaît. Elle est identifiée comme étant YZ. Ici, on a un modèle, donc du coup, 86, hein, je m'y perds un peu. Hein, Ouais, 86 rose. Voilà, donc là, il y a une évolution esthétique. Hein, on voit que c'est plus les mêmes ouïes de radiateur. Hein. 83, 4, 5, c'est le même plastique, la même esthétique. Et là, on a une évolution donc beaucoup plus moderne. Là, on commence à avoir des formes. Voilà, pareil, Ça préfigure les années 90. Exactement, on a des évolutions de design. Regardez, ça s'allonge un petit peu. Il y a il y a de la recherche esthétique. On a un standard quasiment moderne là-dessus. Hein. On voit que ça avance. Donc là, on a quand même ralenti le rythme de ouais, parce qu'on a déjà atteint un super niveau là. Ouais, on a atteint un super niveau. Par contre, on va dire que là, en 88, on est avec le disque arrière, par exemple. Tu vois, ça c'est aussi une vraie évolution. Là, ça se généralise chez tous les autres constructeurs. Disque avant, disque arrière. Finalement, hormis la fourche qui maintenant sont inversées, on a quasiment une moto moderne. Hein, hein. Bon, on n'a pas tous les modèles, mais on arrive au bleu qui est connu encore aujourd'hui. Alors, le bleu qui est arrivé en 80. Alors, le bleu réflexe bleu arrivé en 98. Il y a eu une petite transition en 96 avec une sorte de bleu marine. Et on a un modèle 250 bleu marine et blanc sur la 96. Et 97, elle était toute bleu marine. C'est une sorte de bleu marine. Ouais, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises. Bon, c'est ça. Et dès 98, effectivement, on a le Reflex Blue là qu'on retrouve encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais. Et là, j'ai rien à dire, hein, c'est à toi de la présenter, celle-ci. Hein. Oui, alors c'est à moi de la présenter parce qu'elle m'appartient pour le coup. Ça, c'est une des dernières 125 de Grand Prix. Donc, alors, pareil, on a sauté quelques années. Hein. Là, on est en 2002. C'est une moto qui a roulé en Grand Prix avec Luigi Segui dans le team JK, un team italien. Une des dernières 125 de Grand Prix, puisque en 2003, les pilotes Yamaha rouleront en 4 temps. Là, on a une moto d'origine juste derrière, vraiment sur la toute dernière génération. Donc, il n'y a plus trop d'évolution en termes de particles, si ce n'est le cadre. On passe du cadre acier au cadre alu. Ce sera la dernière grosse évolution des Yamaha. Là, aujourd'hui, à partir de 2005, ça fait donc on va dire quasiment 20 ans. C'est bon, on a atteint le max, il n'y a rien qui a évolué depuis quasiment, c'est que des petits détails en profondeur. Alors là, il y a une moto sympa, donc il y a une ancienne moto de Jackie Vimon. Voilà, celle-ci, donc celle-ci, c'est un modèle donc du coup de 86. Jackie a été vice-champion du monde en 84, 85, il s'est toujours cassé les dents face à Killy Garner, KTM. Sa bête noire, et là, créé 86, claque, il nous gagne le premier titre par un Français, champion du monde. Oui, moto-là, le Jackie qui est le premier français. Et donc, ce modèle 86, Yamaha a fait une publicité sur cette moto-là qui était formidable, qui était très bien pour vendre les YZ. Ils ont dit champion du monde avec une YZ modifiée. C'est-à-dire que ce n'est pas une machine d'usine où tout a été reconçu avec des cadres en alu, avec des pièces en titane et tout ça. On a une YZ super bien préparée et évoluée. On a de la fourche Ohlins inversée dessus en 86. Hein. Ouais, donc des belles pièces, bien sûr. Effectivement, tu l'as dit là. Dans son des détails, des usines et tout, mais on reste une base d'origine YZ. C'est ça qui est sympa, quoi. Ok. Alors bon, là on a remonté un petit peu le temps hein, avec les YZ. Il y a quand même encore quelques modèles iconiques. Voilà, qu'on peut voir. On est passé devant tout à l'heure la YZM. On va se diriger. On va y retourner, ouais. Allez, on y va. Bien, on y va. Alors là, c'est, je pense, la moto. C'est pas je pense, et j'en suis sûr, hein, la moto la plus exceptionnelle de cette expo. C'est une moto titrée qui vont les faire vibrer. Et là, ça va être la première, la plus rare, ceci, cela. Évidemment, celle-ci, elle est quand même iconique. Hein, elle avait parlé beaucoup de mystères, beaucoup de choses se sont reliées dessus. Une vraie, une pas vraie, mais qui a roulé dessus, etc. Qu'est-ce que c'est que cet ovni? Tout simplement, après 10 ans de 4,90 de refroidissement air, Yamaha est un peu à la ramasse par rapport à la concurrence. Donc ils franchissent un pas. Ils vont développer en compétition une moto super bien développée avec un cadre aluminium. Effectivement, excuse-moi Nicolas, je te coupe, on n'en a pas parlé, on a parlé des 125 de 250, mais les YZ, c'est pas seulement les 125 de 250. On est 4,90. Et avant, c'était les 465, 360, 360 MX, 400, voilà, 400, 465, 490. 490, mais qui ont toujours été à R, des moteurs un peu rustiques. Voilà, avec c'est notamment Carquist qui a imposé ça. Il a été comme champion du monde en 83 avec une moto comme ça, ce qui est assez exceptionnel. Et là, on explose tout. En plus, il pète carrément un cadre alu, quoi. Donc là, c'est fort. Donc là, on rappelle qu'on est en quoi, 87?
87. Voilà, 87. On a un cadre aluminium en 87. Dès 87, le Touquet 87, Leif Persson, le pilote officiel Yamaha, gagne avec cette moto-là. Alors, pas celle qui est présente ici, mais avec ce modèle-là. Avec ce modèle-là qui était aux couleurs Sonato. Et après, tout ça bleu, voilà. Après, tu as Lundqvist, lui, et Vimon, qui était normalement prévu en championnat du monde 500. Vimon, c'est très bien, ce malheureux accident pour fêter son titre, paradis latin, il tombe d'une mise en scène, il est blessé, il ne fait pas l'ouverture du championnat en 500 avec cette moto-là, qui lui était destinée. Et donc, du coup, c'est que ces deux coéquipiers, Lundqvist et puis Persson, qui vont faire le championnat. Il faut beaucoup d'éclats, mais ils finissent dans le top 10, généralement. Oui, finalement, elle aura pas le succès qu'elle mérite. Voilà, Jackie revient en fin d'année, il fait quelques coups d'éclat aussi, victoire de manche et autres. Surtout l'année 88, où là, ils sont tous les trois. On ne peut pas trop parler de palmarès avec cette moto-là, en fin de compte. C'est surtout, elle a marqué l'esprit parce que c'était tellement exceptionnel, elle sort tellement du lot, que tous les fans YZ, même tous les fans de motocross, a dit ça y est, mais c'est quoi cette révolution? Le cadre a beaucoup fait parler à l'époque. Elle était commercialisée qu'à partir de 97 avec Honda, le cadre aluminium, tu vois, et puis bien sûr, puis YZ, il est arrivé beaucoup plus tard aussi. Et ça, c'est une moto qui a beaucoup parlé. Celle-ci, donc il y en a eu, on estime à peu près à 8 dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les motos officielles qui ont vraiment roulé. Et puis tous ces pilotes-là avaient beaucoup de stock de pièces, au cas où s'ils cassaient pendant les Grands Prix. Donc beaucoup de stock de pièces qui ont permis de reconstruire des motos entières avec des pièces 100% usine, identiques à celles qui étaient utilisées. Celle-ci en fait partie. Le propriétaire ne se le cache pas, il ne va pas inventer que c'est une vraie de vraie qui a un palmarès. En revanche, son plaisir, c'est de la montrer dans des expos. Certains la connaissent, Memory Movo et autres. Et d'ailleurs, Jackie Vimon a roulé lors des motocross comme ça, un petit peu historiques, a roulé dessus. Et tant d'autres. Je pense que c'est pas tellement. Kurt Lundqvist a roulé avec. Bach a roulé avec. Mais pour le coup, cette moto, c'est vraiment un bijou de technologie, d'artisanat. On peut voir. Oui, parce que le moteur, il n'existait pas. On a une boucle arrière, une boîte à air intégrée en un seul bloc, un cadre alu qui est juste magnifique. Et finalement, il n'était pas vraiment un bon choix parce que quand c'est très sollicité, après chaque course, on a un petit peu ressortir le poste à souder. Voilà. Malheureusement, c'est un peu rigide, ça avait tendance à casser un peu partout. C'est assez compliqué. C'était pas forcément la bonne solution. Mais malgré tout, c'est une moto qui est magnifique. Les YZ, c'est pas seulement les deux temps, c'est aussi les 4 temps. Celle qui nous intéresse, on va aller la voir. Donc voici la 400 YZF qui a, on peut le dire, je crois, révolutionné le monde du motocross. Ouais, tout a changé, c'est l'art moderne. Alors, on connaissait le 4 temps dans les années 80, mais qui était plutôt typé des motos un peu rustiques, des motos. Oui, voilà. Et là, peut-être en enduro. Voilà, on n'était pas sur des vraies entre guillemets motos de cross. Voilà, et là on passe sur, on va dire, le 4 temps de l'ère moderne. Qui marque déjà, alors là on est en 98, c'est le premier modèle commercialisé, c'est le modèle 98, le seul au rouge et blanc, en 400. En 97, on a quand même Doug Henry qui aux États-Unis gagne un Supercross avec un 4 temps. Et là c'est la mini-révolution quand même, c'est la première fois qu'un 4 temps dans l'histoire gagne une épreuve. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'Yamaha avait même fait modifier le règlement de l'AMA pour que la 400 YAM puisse rouler naturellement et faire des équivalences de cylindrée entre la 400 et les... Tout à fait, ouais. À l'issue de cette saison 97 qui est formidable, il sort ça dans le commerce. C'est la seule l'année suivante, en 98, donc il y en a eu très peu quand même. Parce que les gens étaient un peu frileux aussi, qu'est-ce que ça donne Et puis là, on a le modèle rouge et blanc. 99, on a exactement la même, mais en bleu. Après, en 2000, on passe en 426. Et pour arriver après rapidement à la 450 actuelle. Tout à fait. On connaît aujourd'hui, alors vous n'avez pas encore l'injection, là on est quand même sur des moteurs qui n'ont rien à voir avec les 450 modernes finalement. Il y a eu également pas mal d'évolutions jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une des motos iconiques de la gamme YZ. Elle est beaucoup collectionneur. Elle est pas mal recherchée. Sur l'expo, il y en a une encore un peu particulière. C'est celle de Peter Hansel. X qui est là-bas, c'est ça? On va aller la voir. On va aller la voir vite fait. Allez. Plusieurs titres, elle est intéressante parce que déjà on a la plus grosse de l'expo, c'est le kit JPX 535 et souvent on utilisait ces kits là pour le super motard. Donc là c'est une préparation Sonoto parce que ça demande du coup un changement dans les radiateurs, la modifier un peu le cadre. Juste pour expliquer un petit peu ce qu'est le kit JPX, là on part sur une base de bas moteur de 490 YZ. Voilà. AR. Sur lequel, AR, voilà, donc sur lequel on met un cylindre JPX, voilà, à refroidissement liquide.
avec une petite pompe à eau additionnelle. Voilà, Tu vas faire le job. voilà. Et celle-ci préparée par Sanoto pour notre célèbre Stéphane Peter Hansel, Monsieur Dakar. Et donc là en super mode, préparé spécialement pour lui, pour faire le Guidon d'Or 92. Puis, Yamaha a toujours été très investi, si bien Jean-Claude Olivier que Peter et d'autres. Et donc celle-ci a roulé en 92 là-bas, donc avec les traditionnels jantes 17, les méga disques, Brembo, tout ce qui va bien pour aller chercher la victoire. Merci Nicolas pour toutes ces infos et toutes ces belles motos. Merci d'avoir rassemblé encore une fois nombreuses motos, d'avoir fait ces recherches, retrouvé les connexions. Ouais, donc oui, c'est du travail, c'est vrai, mais bon, pour la passion, ça compte pas. Juste un petit détail quand même qui n'est pas des moindres, c'est que des expositions comme ça, ok, j'ai organisé tout ça, je me suis fait aider surtout de Sébastien Fuentes, qui est connu pour un super restaurateur de motos vintage et spécialiste de la première génération des YZ, qui nous a apporté des beaux exemplaires. Sans lui, j'aurais jamais pu monter ça tout seul, c'est trop grand, hein. On a 400 mètres carrés d'exposition. Mais surtout, ceux qu'il ne faut pas oublier, c'est les collectionneurs, tout simplement. Pas de collectionneurs, pas d'expo. Et eux, c'est du temps, de l'investissement, de la restauration, tu sais ce que c'est, tu en as aussi quelques-unes. Hein. Et surtout de bien vouloir nous les prêter, de nous les confier, de les montrer au public. C'est l'union qui fait la force, bien sûr. Et la passion surtout. C'est la passion pour le motocross. Voilà. Et là, c'est Mix2K. Merci à toi et à bientôt sur un Mix2K. Et ciao. Salut.